Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours du spoil. Si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou que vous voulez esquiver un titre en particulier, comme d'hab, il y a le chapitrage dans la barre YouTube en description. Avant de commencer, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir et ça permet à la vidéo d'être plus visible sur YouTube et à ma chaîne de grandir tout doucement mais sûrement. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, Instagram, Twitter et TikTok. On approche tout doucement là-bas des 500 abonnés. Et voilà, maintenant que c'est dit, que c'est fait, on va commencer. Tout d'abord, on rattrape Moriarty, que j'avais oublié de prendre la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc c'est le 12e tome, donc là c'est un tome avec un personnage allié de Sherlock en couverture. Donc là c'est un tome totalement consacré à l'arc Les Deux Criminels, donc c'est un tome complet, enfin avec une enquête complète, surtout centrée sur Milverton, donc qui était un personnage qui était apparu il y a quelques temps et qui était un petit peu au courant de tout. C'est censé être un journaliste et il savait qui est le prince du crime, donc il sait qui est Moriarty. Il savait des bails sur la copine de l'assistant de Sherlock, le docteur Watson. J'étais en train de me remémorer son prénom. Et son nom de famille surtout. Vraiment cool, et surtout qu'on finit sur... le tome se finit sur le fait que Sherlock sait maintenant qui est le prince du crime. Alors, il avait des doutes, il avait des soupçons, maintenant il sait. Et j'ai hâte de voir la suite, surtout que j'ai cru comprendre que le manga était vraiment dans son arc final, donc là, ça sent quand même qu'on approche tout doucement mais sûrement de la conclusion de l'affrontement entre Sherlock et Moriarty. Voilà, c'est un super tome, même si je pense que Moriarty, je prendrais plus de plaisir à tout relire d'un coup, surtout quand c'est des enquêtes qui se dispersent sur 2, 3 tomes, là surtout qu'en plus c'est la suite du tome précédent, donc il faut avoir un petit peu tout en tête, mais ça reste super bien. Alors, tant que j'y suis, alors je ferai pas un gros avis là-dessus, j'ai acheté le tome 7, c'est ça, c'est le 7, de Sexy Cosplay Doll, donc l'animé qui cartonne tout, et surtout on a un macaron de Crunchyroll et Wakanim. Donc Sexy Cosplay Doll, le manga, et maintenant l'animé My Dress Up Darling sur le monde du cosplay, la couture, etc. Alors j'ai pas lu, parce que je regarde l'animé, et quand l'animé sera terminé, je me lirai tout le manga. Ce qui fait que j'aurai 7 tomes à lire, peut-être 8 d'ici là, donc je crois pas. Je crois que le tome 8 est même pas encore sorti au Japon, mais voilà, c'est super bien. Alors ne vous fiez pas juste au côté ecchi, clairement j'en suis à l'épisode 5 de l'animé. Les 2 premiers sont très très ecchi en termes de fanservice, après c'est beaucoup plus soft. Il y a vraiment un passage ou deux dans l'épisode, après bon, c'est très bien animé, surtout la poitrine. Mais voilà, c'est juste mon petit avis sur Sexy Cosplay Doll. On passe maintenant à Blue Giant Supreme, tome 7 sur 10. Donc on est quasiment à la fin, là, d'ici, je pense que, de toute façon, d'ici la fin de l'année, la série sera terminée. Est-ce qu'on aura la suite de Blue Giant, donc cette fois où le héros part aux États-Unis? J'espère bien. De toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu un des phares de lance dans la collection Seinen de Glénat, donc ils vont peut-être aller jusqu'au bout. Ils ont fait venir l'auteur, ça serait dégueulasse. Oh, finalement, ça se vend pas bien, on arrête. Mais bon, là, je digresse. J'ai vraiment envie d'avoir la suite et peut-être la fin de Blue Giant. Donc là, nos héros étaient arrivés dans une petite ville où il y allait avoir un petit festival autour du jazz. C'est vraiment toujours aussi stylé. Le moment où ils font un bœuf avec un autre groupe de jazz, c'est génial. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur Blue Giant parce que voilà, faut vraiment le vivre pour l'apprécier. Tout le passage où ils font le concert de musique, le découpage, le dessin, c'est incroyable. Clairement, c'est là, il faudrait que je fasse une vidéo sur les mangas qui te font vibrer avec du son, alors que c'est que du dessin. Voilà. Shadow House, tome 7. Donc on avait terminé le tome avec Rosemary et Marie-Rose, qui s'étaient dévoilés comme étant un peu les antagonistes cachés qu'on avait vus dans le tome 2-3, qui, de mémoire, n'étaient pas dans l'animé, donc je me dis qu'il y aura une saison 2 qui est prévue. Comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont retcon un petit peu le passé? Je sais pas trop. Alors en plus, j'avais pas fait gaffe, mais sur la couverture, en fait, on voit Barbie, Barbara et Barbie, Rosemary et Marie-Rose, et en fait, on a le fameux Christophe, si je dis pas de bêtises, donc qui était quelqu'un qu'on évoquait souvent comme étant l'ancien leader du pavillon des enfants, et donc on nous montre un peu plus le passé, en fait, de Rosemary, de Barbie. C'est vraiment super stylé, et voilà, vraiment tout la fin avec Rosemary, qui est vraiment super bien, l'origin story avec Barbara et Barbie, très très bien. Surtout qu'on découvre qu'elles ont le même âge et qu'elles ont participé au même examen, on va dire Chunin, etc., de passage à l'âge adulte. Et on finit avec Kate et donc Emilico qui deviennent, on va dire,
qui sont élevés en termes de rang à son chef d'équipe maintenant. Alors, est-ce qu'il va y avoir peut-être un peu plus de politique sur le fait que bah, il y a des ombres et des poupées qui voient ça un petit peu mal, genre déjà j'ai trouvé ça insupportable. C'est la poupée vivante de Sarah, donc Mia, qui était toujours la grande copine de Emilico qui la protégeait, c'est devenu une connasse. Je sais pas pourquoi, j'ai peut-être raté un épisode, mais c'est devenu une vraie connasse en un seul épisode, enfin d'un coup. Elle a une promotion, oh bah je l'aime plus Emilico, hein, oh je vais te faire chier. Hein. Autant j'aurais compris ça, parce que Sarah, c'était vraiment une chouin, faut dire comme ça, faut vraiment dire ça comme il est. L'ombre était vraiment une connasse, enfin, tabasser sa poupée vivante, je pouvais comprendre qu'elle voit ça mal, et on voit pas trop la réaction de Sarah, enfin, je vais peut-être oublier, mais voilà, Shadow House, c'est super bien, l'anime était trop cool, et je suis très content d'avoir continué avec le manga, qui est vraiment super bien. Kengan Ashura, tome 15, donc l'avant-dernier tome de mon dernier colis. En théorie, le tome 17 à 20 vont pas tarder à arriver, je crois d'ici la fin du mois de février. Et donc là, on entame une nouvelle saga dans l'arc Kengan, enfin dans la série Kengan, avec le deuxième tour du tournoi. Et avant ça, on a un petit peu... C'est cela que j'aime bien Kengan Ashura, contrairement à d'autres séries que j'aime tout autant, hein, comme Valkyrie Apocalypse et Baki, qui sont un petit peu dans le même délire de beaucoup de tournois, beaucoup de bastons. C'est l'aspect, on va dire, entreprise. Parce que là, entre deux tours, il y a le président du tournoi Kengan qui dit vous pouvez faire des OPA sur les combattants. Vous pouvez racheter un combattant si vous voulez. Vous pouvez le soudoyer pour qu'il vienne vous battre chez vous. Et tu dis oh putain. C'est-à-dire que tu dis ah machin, il va être tranquille pour le prochain tour parce qu'il n'a pas de combattant. Ben le mec va peut-être se trouver un nouveau combattant. Et tu dis ah lui il est fort, il est chez machin. Ben maintenant il est chez moi. Alors, je sens qu'en fait, là où je me dis, oh putain, c'est-à-dire que lui il va se battre avec lui que en finale, que en demi-finale, bah peut-être qu'ils vont se battre au prochain tour. Je trouve ça génial. Je trouve l'idée géniale. C'est super bien. Et alors t'imagines un mec qui se dit, attends, lui il est dangereux. J'ai pas envie qu'il affronte mon champion. Attends, toi, tu l'embauches. J'imagine des trucs comme ça, mais ça peut être génial. Mais alors, pour le premier combat, c'est pas le cas. On a donc ce personnage-là, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, je crois que c'est Okiya, c'est le bourreau. Akoya Seichu qui affronte Imae Cosmo. Et ce mec est un putain de taré. Ce mec est un psychopathe. Il est policier, il n'est pas policier. C'est un gros taré. Le combat est ultra violent. Il me rappelle un petit peu Jack Hanma, dans le sens où le mec, quand il se bat, il va sortir les crocs pour t'arracher la guibole. C'est un méga taré. Donc j'ai hâte de lire le tome 16 que j'aime et que j'attends un petit peu. J'en parlerai pas le prochain, le suivant, mes lectures, pour lire la suite. Et en plus, après, ça va être le combat Oma contre le mec du clan Kouré. Oh là là, ça va être une dinguerie, ça aussi. Voilà. En tout cas, je kiffe toujours autant Kengan Ashura. Et je me dis que d'ici le fin juin, on aura la série complète en France. Je suis trop content. Dernier tome de la série, Elle ne rentre pas, celle de mon mari. Ça a été une série qui a été très très bien, qui fait passer par plein d'émotions. Des moments où tu dis ah, elle va réussir et finalement non. Beaucoup de moments de tristesse. Hein. Et une petite conclusion douce amère, on va dire, dans le sens où ça finit pas bien, mais ça finit pas mal. Dans le sens où l'héroïne finit toujours avec sa maladie, elle ne peut pas faire rentrer la quéquette de son mari en elle, mais ils arrivent à vivre comme ça. Genre, je me dis, elle va peut-être divorcer, l'autre il va la quitter, etc. Non, ils restent ensemble jusqu'au bout, ils vont vivre une vie, on n'aura pas d'enfants, et puis basta. On vit tranquille, on s'aime, c'est suffisant. Et voilà, jusqu'au bout, c'était super bien. Je me relirai sûrement les 5 tomes par plaisir, un de ces 4, pas tout de suite. Je vais laisser un petit peu le temps de digérer un peu l'œuvre. Mais voilà, franchement, à pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est le genre d'œuvre où quand quelqu'un dit « Ah, les mangas, c'est pas pour les enfants », faut montrer ce genre de bouquin. Faut arrêter de mettre Hellsing, que j'aime beaucoup, ou Berserk. Ça montre vraiment une image de « Oh, les mangas, c'est violent. Oh, c'est pour les adultes quand c'est violent. » Non, là, on parle d'un thème dur, mature. Ça, c'est le genre de manga que tu peux montrer à tes papas et tes mamans, parce qu'ils vont dire « Ah ouais, les mangas, c'est pas que des trucs débiles, dégénérés. » Non, ça peut aborder des thèmes de société très intéressants. Alors même si le titre peut faire rire un petit peu, c'est quand même un manga qui n'est pas forcément très facile à lire. Shirulan, tome 6, alors on arrive à la fin, on va dire, d'un arc narratif autour de Izo, l'assassin, donc on avait vu dans le tome 2, si je dis pas de bêtises, et là c'est le moment où je me dis, c'est cool, mais c'est vrai que ne pas connaître toute l'histoire du Japon, ça m'enlève certaines connaissances vis-à-vis de
qu'est-ce que l'auteur a fait? Qu'est-ce que l'auteur a modifié? Parce que je pense que Izo est un personnage très important dans l'histoire du Japon, je pense. C'est sûrement peut-être un délire à la Ravaillac ou à la François Damiens, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de France. Ravaillac, c'est lui qui a assassiné Henri IV, et François Damiens, il a tenté d'assassiner Louis XV. Donc ils ont écopé tous les deux de la peine de mort maximum à l'époque, donc pour régicide, à savoir l'écartèlement. Je ne sais pas du tout si Izo a cette aura, enfin, et ce genre de personnage dans l'histoire japonaise. Je sais qu'à un moment donné, au tout début, on a un flashback sur lui, et il discute avec un personnage historique connu, en tout cas, moi je le connais, Ryoma, donc qui est un samouraï. Alors il apparaît dans plein d'œuvres, il est toujours connu, enfin, on le voit toujours avec un gun, parce que c'est un samouraï qui a importé des armes, qui est connu pour la révolution, etc. Et je sais que dans une série Kamen Rider, je crois que c'est la série Ghost, alors là je vous sors du tokusatsu, désolé, hein, je vais peut-être vous endormir. À un moment, le héros peut invoquer des esprits de héros disparus, etc. Et quand il invoque Ryoma, il est toujours armé d'un katana et d'un gun. Voilà. Donc je sais que Ryoma est connu pour ça. Est-ce qu'on le reverra dans l'histoire? Parce qu'en théorie, dans l'histoire du Japon, c'est quelqu'un de très important, parce qu'il a participé à l'ouverture du Japon. Je sais plus de quelle île il est, de quel groupe politique il est. Mais voilà, en tout cas, c'est super bien. Donc là, on a fini l'arc avec Izo. Donc c'est là où je me dis, en fait, c'est là où je reviens à ce que je voulais dire. Je sais pas s'il a été inventé ou si c'est un passage historique, parce que c'est vrai que je me dis, merde, il aurait été trop cool dans l'équipe du héros, c'était un mec hyper intéressant, mais si historiquement il a vraiment existé, qu'il est mort, etc., ben... ils étaient obligés, même si le personnage est super cool. Et voilà, donc Shivolan, j'ai beaucoup aimé, vivement la suite. On passe maintenant à du old school, mais vraiment du très très old school. Alors, je pourrais faire une vidéo, enfin je pourrais parler un petit peu de ce truc-là, de Shigeru Mizuki, mais j'en parlerai peut-être dans un prochain lecture, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Non, là on va parler de Dororo, le deuxième et dernier tome de l'édition intégrale de chez Delcourt Tonkam, qui s'est fait attendre quand même, parce que il devait sortir en fin d'année dernière, alors qu'il est sorti... le tome 1 est sorti, je crois, en février ou mars 2021, et il sort que finalement fin janvier, début février 2022, donc soit un an plus tard. C'est toujours bien, Dororo. Je me suis relu le tome 1 pour l'occasion, parce que ça faisait un petit peu longtemps, et alors, je suis assez surpris parce que j'ai vu l'animé Dororo sans connaître trop le manga, et je m'étais dit, tiens, ce passage-là, c'est sûrement une invention de l'animé pour rajouter un peu d'épisodes. Je pense notamment à l'épisode, tout le passage avec les requins, et j'étais surpris de me dire qu'en fait, les requins étaient dans le manga. Alors, je me dis, waouh! Et parce que c'est vrai que tout le délire où le mec il se bat avec des requins, etc., je me dis, ça fait très moderne. J'ai du mal à me dire que ça vient du manga d'Osamu Tezuka des années 60-70. Et ben non, c'est dedans. Alors, c'est pas montré de la même manière, mais voilà. Et alors, je suis juste un peu déçu de la fin. Comparativement à la série de 2019-2018, qui avait, je trouvais, une fin un peu plus satisfaisante. Là, je trouve que ça fait une fin un peu trop ouverte à mon goût. Pas déçu dans le sens où je me dis, ah, bah, comparativement à, je trouve, la série sur Amazon Prime, j'ai trouvé la fin bien mieux. J'ai été beaucoup plus comblé par la fin de Dororo, l'animé récent, que du manga Dororo. Alors après, j'ai cru comprendre qu'il a jamais vraiment pu faire une fin à Dororo. Peut-être que j'ai une connerie, peut-être que j'ai confondu avec une autre série. Mais en tout cas, voilà, Dororo, bah, je suis très content d'avoir la série. Maintenant, on attend Phoenix et j'attends toujours Princesse Saphir. Hein, c'est les deux seuls qui sont dans le petit à la fin, qu'on n'a toujours pas eu. Il reste plus que ça. Sortez-vous les os du cul, Delcourt. Hein, Phoenix, hein, ça fait hyper longtemps qu'on l'attend quand même. Tous les ans, on le voit en décembre 2000 et quelques, et ça fait 3 ans que c'est comme ça. J'en ai un petit peu marre. Tant que j'y suis à parler de manga old school, j'ai reçu les 3 tomes de Midnight High Goku. Alors j'avais fait une vidéo en fin d'année 2021. J'avais reçu le premier tome en PDF par Isan, et je m'étais dit, je vais lire juste les premiers chapitres, les 2-3 premiers chapitres, et je vais me dire comme ça, quand je recevrai les 3 tomes, je me relirai le tome 1, et je me lirai un tome par mois, etc., pour kiffer le plus longtemps possible la série. Je vais pas envie de tout lire d'un coup, alors qu'il m'avait envoyé, je crois que les 2 premiers tomes en PDF, j'ai lu que le début du tome 1 pour faire mon avis, je me dis ça va être suffisant, et putain, je suis dégoûté, c'est que le dernier chapitre, c'est une histoire qui n'est pas terminée, ce qui fait que si je veux la suite, il faut que je lise le tome 2. Et je me dis, merde, je voulais faire un tome de Midnight High Goku par mois, bah, je suis un peu dégoûté. Surtout que je m'étais laissé échapper en me disant je le lirai quand je recevrai les tomes physiques, et ben non. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus par rapport à ma critique que j'ai fait en fin d'année dernière. C'est toujours aussi bien. Et en plus, avoir l'objet en main, franchement, le super objet, alors qui est un petit peu cher quand même, mais bon,
voilà, c'est comme de la qualité. Moi, j'ai repris du grand plaisir à me relire Midnight Goku. Je vous ferai une vidéo sur le tome 2 le mois prochain, donc au mois de mars, et au mois d'avril, une vidéo sur le tome 3, qui est donc le dernier tome de la série. Mais voilà, Midnight Goku, alors pour ceux qui ont la flemme de regarder la série et qui sont encore là, c'est une nouvelle série de Boichi Terasawa, le papa de Cobra. On va y suivre Goku, qui est un flic qui a quitté son boulot et qui il va poursuivre une mission où un mec a tué ses anciens collègues, et par un accident, il va perdre son œil, on va le remplacer par un œil bionique qui est relié à Internet, et il peut tout savoir, tout connaître, etc. Et il a un bâton qui s'allonge, parce que c'est Sangoku dans le futur. C'est trop bien. Voilà, clairement, c'est l'esprit Cobra, dans le côté cool, j'aime les femmes sont mêmes, etc. Je suis un tombeur, mais un peu plus sombre, un petit peu plus City Hunter, dans l'esprit vraiment... Là où je trouve que City Hunter est vraiment très Cobra, mais là c'est encore plus City Hunter dans le sens où plus manga de flics, hardball, monde noir, etc., enquête noire, et même si c'est d'ASF. Voilà, donc je vous conseille Midnight Goku, c'est un super titre. Bon, maintenant, on va peut-être parler un petit peu de Pika avec cette grosse pile. Tout d'abord, le 13e et avant-dernier tome de The Quintessential Quintuplet. Donc, on arrive à la fin, hein. Donc dans 2 mois, c'est le dernier tome de la série. Alors j'ai cru comprendre que Pika allait sortir l'édition full couleur. Moi, je vois pas trop l'intérêt, je vais pas me racheter la série en couleur, même si elle est très bien en couleur, je dis pas le contraire. J'ai déjà une série en noir et blanc, est-ce que j'ai envie de racheter une série? Je sais pas trop, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome? Très bon tome, ce qui est un petit peu comme le tome 6 ou 7, où vous savez, c'est le tome où on avait eu tous les examens, et on voyait à chaque fois le résultat de chacune des sœurs, et on savait plus ou moins, et en plus tout se passait en parallèle, et on voyait donc le résultat de chacune des sœurs à la fin des deux chapitres consacrés à elle. Là c'est pareil, sauf qu'à la fin, Futaro il galoche chacune des sœurs, enfin, chacune des sœurs galoche Futaro, hein, tournez ça comme vous voulez, sauf une, Itsuki, parce que c'était logique, Itsuki, pour moi, n'a aucun rapprochement avec Futaro, c'était juste son rival, mais ça n'a jamais eu de relation amoureuse, c'était donc logique que ça se finisse pas par un baiser, et j'ai trouvé ça vraiment très bien qu'il n'y ait pas ça. À côté de ça, j'ai pas compris le délire où on fait revenir le père biologique des sœurs. Alors pour moi, ça n'a jamais été trop évoqué qu'à chercher leur père biologique, ou alors peut-être que j'ai raté un truc, peut-être que je me relirai la série pour mieux comprendre tout ça. Je trouve que ça sortait un peu de nulle part, mais voilà, dans l'ensemble, il y a alors le dernier chapitre où les 5 sœurs disent à Futaro, bon, on va se mettre chacune dans une pièce, tu vas voir celle que tu veux, ça sera celle que tu aimes. Et j'ai trouvé, alors, ça se termine sur, on sait maintenant qui va être la mariée, la fameuse mariée qu'on annonce qu'on cherche depuis 13 tomes, mais j'aurais trouvé, alors, ça c'est juste un avis en termes de découpage de tomes, finir le tome sur, on ne sait pas c'est laquelle, c'est genre juste, il ouvre la porte, et en fait on voit 5 cases où les sœurs font « Oh !» et on sait pas c'est laquelle, dans quelle pièce il est, c'est trop bien. Alors après, là, je parle en termes de tomes. C'est sûr que pour les chapitres, ça marcherait tout aussi bien. Mais voilà, c'est juste un choix. C'est juste moi qui fais mon connard, mon casse-couille. Mais voilà, dans l'ensemble, après, j'étais au courant qui était la fameuse mariée. Moi, tant qu'il choisit pas Ichika, je suis très content. Blue Lock, tome 6. Vraiment super bien. Alors, j'ai l'impression qu'on va enchaîner... Petit arc narratif très court, gros arc un peu plus long, tournoi, etc. Parce qu'on a vu d'abord un premier arc, enfin une première épreuve où il jouait à chat, et ça a éliminé un mec. Ensuite, on a vu le tournoi entre les 5 équipes de chacun des pôles, vous savez, XYZ et compagnie, où il y avait les équipes les plus mauvaises de chacune des tours, etc. Et en fait, finalement, c'était juste, ils étaient tous très mauvais, en fait, par rapport aux chiffres. Et donc là, maintenant, ils vont faire des équipes de 3, et ils vont devoir s'affronter par équipe de 3, prendre quelqu'un de l'équipe adverse, et devenir une équipe de plus en plus grosse, et ceux qui sont 2, ils vont devoir s'affronter contre une équipe de 2, et si t'es tout seul, t'es éliminé. Et donc, ça va être cool, on va avoir une nouvelle composition d'équipe, hein, peut-être un nouveau cercle d'adversaires. Alors, ça va être à la fois bien, mais en même temps hyper tragique, parce que, par exemple, je me dis, tiens, il y a le héros voulait faire équipe avec ses 2 potes, là, qui sont arrivés, qui disent, oh, on attendra celui qui arrive le premier, on fera équipe avec lui. Et tu dis, ouais, mais en fait, avec ce genre de règlement, tu vas sûrement briser des potes, parce que ils vont peut-être se réaffronter, ils vont devoir en choisir un des deux. Ça va être triste, là, surtout qu'en plus, bon, clairement, le prochain match, parce que le héros perd le premier, hein, désolé, je spoil, de toute façon, je t'ai toujours dit que je spoilerais dans les trucs, il perd un de ses potes, et qu'il lui dit, ouais, maintenant, si tu veux me récupérer, tu dois me battre. C'est tellement galvanisant, la manière dont il le dit, et bon, ils sont plus que 2, donc lui et le mec aux cheveux blancs de l'équipe super forte d'avant. Et là, il rencontre un mec super fort aussi, tu te dis, bon,
ils vont les battre, ils vont récupérer le mec super fort, ils vont pas récupérer l'autre qu'on connaît pas. Sauf s'il est super fort lui aussi. J'y crois un peu, moi je pense qu'ils vont prendre le grand avec la coupe stylée. Donc là, franchement, on arrive dans un arc qui va peut-être sûrement être très long parce que le temps qu'il fasse cette fameuse équipe de 5 ou 6, c'est-à-dire qu'il va y avoir au moins 5 ou 6 matchs, c'est très très long. Mais en tout cas, Blue Lock, vraiment cool. J'ai bien aimé aussi, ça me paraissait logique. Hein. Clairement, je me suis dit, quand ils ont fait des classements, je me dis, bon, clairement, les 3 premiers, ils vont s'allier. Qu'est-ce qu'ils ont fait les 3 premiers? Ils se sont alliés. Logique, les plus forts ensemble. Je trouve ça... C'est con, mais voilà, j'aurais fait pareil. Donc voilà, Blue Lock, vraiment très très bien, j'ai hâte de lire la suite. Twilight Bone, Hanako-kun, tome 6. Et what? Ce tome, il m'a retourné le cerveau. Alors on a fini l'arc avec donc le premier ou le septième, le septième esprit, je sais plus exactement c'est lequel. Donc les fameux 3 gardiens du temps, donc la fin. Et la conclusion sur le fait qu'il y a le gardien du futur qui accélère le temps de l'héroïne, Akane, je sais plus comment ça s'appelle, et que on lui dit ouais mais en fait tu peux pas vieillir si dans 6 mois t'es mort. Et là tu dis attends, t'es en train de dire qu'elle va mourir? Et donc là la série prend une nouvelle tournure parce que maintenant tu sais que l'héroïne est amenée à mourir dans quelques mois. Est-ce que ça va pas tout le délire maintenant, c'est d'empêcher qu'elle meure? Mais comment tu fais pour empêcher le destin de quelqu'un? Hanako, lui, a réussi à le faire. Est-ce qu'il va réussir à reproduire ça, mais empêcher la mort de quelqu'un et pas l'inverse? Lui, il s'est provoqué sa propre mort. Ça va être trop cool. Là, j'avoue que là, la série, j'aimais bien la série, mais là, maintenant, cette petite révélation, what? Ça m'a retourné le cerveau. Là, clairement, j'ai envie de lire la suite, juste pour ça. Et trop bien. Twilight Bone Hanako-kun, là, j'avoue que je m'attendais pas à que ça aille dans ce délire-là pour l'héroïne. Orient, tome 12. L'anime est pourri. Voilà, je le dis tout de suite. L'anime sur Crunchyroll, il pue du cul. Ne le regardez pas, ou si vous l'avez déjà vu, et vous trouvez ça bien, lisez le manga, clairement. L'anime ne rend pas hommage au trait de l'auteur. Je trouve même très mou. Alors, j'ai que le début du manga est un peu mou, mais l'anime le rend encore plus mou. Et je le trouve même moins beau que Maggie, qui a 10 ans. Je parle de l'anime, hein, clairement. On est sur la fin de l'arc qui a été beaucoup trop long. Moi, clairement, j'ai un peu décroché de cet arc-là. Alors, je me suis un peu rattrapé sur ce tome-là, mais j'avoue que il est long. Alors, il fait en plus un petit peu office de, on dirait, un fin de tome, hein, parce qu'il y a ce côté un petit peu doré. Alors, toujours un peu brillant, les tomes de Orient, mais celui-là est encore plus brillant que les autres avec ce petit aspect doré. Et alors, j'ai vu, alors je crois qu'on n'a que 3 tomes de retard par rapport au japonais. Je crois que le tome 15 va pas tarder à sortir, ce qui fait qu'on va arriver dans un cycle où on va avoir un tome de... Enfin, chaque sortie de tome va être de plus en plus espacée, pour le meilleur comme pour le pire. Je pense que le prochain tome, on va avoir une ellipse, parce que j'ai vu le tome 13, et je crois que Musashi est un peu plus vieux. On verra, en tout cas, sur le prochain tome. Mais voilà, j'ai bien aimé, mais je pense qu'il faudrait que je me relise tout l'arc, qui était peut-être un peu trop long. Là, j'avoue que ça fait 4-5 tomes qui se battent dessus contre le grand méchant. C'était beaucoup trop long à mon goût. Eden Zero, tome 18. Mashima, il se fait plaisir avec les Bunny Girls, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Un tome qui fait encore très Jojo dans le combat où on a Rebecca qui affronte l'une des 6 Ora... Non, c'est pas une Ora Sensei, c'est juste les lieutenants de Nero qui se baguent des cartes. Et j'ai trouvé que je me dis, ah tiens, ça fait un petit peu penser à Darby, donc Jojo partie 3. Même s'il y a déjà des combats à la lacryma, je trouvais que ça faisait très Jojo son pouvoir. Et vraiment très très stylé, surtout qu'en plus ça commence avec le fait qu'on connaisse plus ou moins le destin tragique de Rebecca si elle perd. C'est genre assez que dans le futur, elle va perdre ses jambes. Ce qui est un petit peu traumatisant parce que c'est de ses jambes qu'elle tire son pouvoir. Commencer là-dessus, tu te dis ah ouais, faut pas qu'elle perde le combat quoi. Et vraiment très très cool avec l'arrivée des 2 frères ninja qui contrôlent le vent, qui font nous sommes le vent de l'Éden. C'était très très bien. Là, ça va être le prochain tome, ça va être le combat final, enfin le combat entre le fils de Nero et Rebecca et Shiki. Surtout que vu comment se termine la dernière page, ça va envoyer des grosses patates de forain. Voilà, en tout cas. Eden Zero, toujours aussi bien. J'ai aussi beaucoup aimé les moments où t'as, comment elle s'appelle, Omura, qui est avec un des lieutenants de justice, et que l'autre il est en train de penser pour elle, et l'autre a dit « Non, jamais je pourrais m'allier avec un mec comme ça. Oh, j'ai encore pensé à haute voix !» Très très drôle. Voilà, Eden Zero, l'arc contre Nero, peut-être un peu facile, j'ai trouvé que c'était comme des gros lieutenants de ouf qui tenaient toute une galaxie. J'ai l'impression qu'ils galèrent pas plus que ça contre eux, c'est peut-être un petit peu dommage. À voir la suite en tout cas sur le prochain tome de Eden Zero.
Alors, je parle vite fait du character book de l'attaque des titans. Donc voilà, c'est un character book avec juste plein d'informations sur les personnages. J'ai feuilleté un petit peu, j'ai pas trouvé ça aussi pertinent que d'autres databooks. J'ai trouvé que, enfin, le peu que j'ai lu, j'ai dit ah ok. Même le reportage à la fin, j'ai trouvé un peu quelconque. J'ai trouvé qu'on n'allait pas trop ce que le ressenti de l'auteur. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas trouvé hyper intéressant. Ça reste un bouquin intéressant. De collection, d'apprendre des informations, parce que voilà, c'est avec ce genre de bouquin qu'il y a beaucoup de gens qui font vous saviez que Eren, en fait, il aimait les pastèques ?» Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais voilà, il y a beaucoup d'informations où il y a des youtubeurs qui vous font 10 secrets de la série, ils prennent ce bouquin, ils ouvrent 10 pages au hasard et ils vont prendre 10 trucs au hasard. Hein. Clairement, là, genre, vous saviez que, par exemple, le grand-père de Kenny, ben, il était né le 22 janvier, qui faisait 58 kilos, et que c'était un ancien de la cité souterrain. Voilà. T'en as rien à foutre, mais voilà. Ils te sortent 10 intrigues comme 10 trucs que tu sais pas sur la série comme ça. Je suis médisant au possible. Je suis vraiment un vrai connard. Mais voilà. En tout cas, c'est sympathique, surtout avec la fin de l'animé qui enchaîne des super épisodes. Ça, plus Demon Slayer tous les dimanches. Je mange Gucci, moi, tous les dimanches. On passe maintenant aux BD et aux comics, et on commence avec le label 619. Alors d'abord, j'ai pris le coffret collector de Low Reader avec dedans, bon, il y a juste une petite cassette avec une musique qui fait écho à une histoire qu'il y a dans le dans ce nouveau numéro, qui est en fait une itération, enfin un reboot, on va dire ça comme ça. Je sais même pas comment on peut dire ça comme ça. Enfin, voilà, c'est le nouveau Doggy Bag. Grosso modo, Doggy Bag était revenu pour une saison 2 avec 4-5 numéros. Il s'était arrêté parce que le label 619 a quitté Ankama et est parti pour Rue de Sèvres, un autre éditeur. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de droit d'auteur sur Doggy Bag qui appartient à Ankama? Je ne sais pas. En tout cas, vous aimez Doggy Bag? C'est la même chose. Clairement, c'est... Regardez, les mêmes couvertures. Ils ont juste changé le titre. Même l'intérieur, c'est pareil. Il y a même les petits posters à la fin, c'est la même merde. Excusez-moi d'être grossier comme ça. Vraiment super bien. J'ai pas aimé plus que ça la première histoire. Donc c'est pas Low Reader, donc sur des musiciens de metal rock qui font appel au diable, etc. Ça m'a un peu moins parlé. Ensuite, René Singelin. Bon, toujours les masterclass, hein, j'ai beaucoup kiffé leur histoire, Monsieur Sato, et donc une histoire qui se passe au Japon, où on suit un petit salaryman qui se fait bolosser par des racailles, qui va construire une âme, mais ça fait écho à plein de choses au Japon. En plus, il y a plein de documents à la fin qui expliquent la police japonaise, le port d'âme, etc. Donc ça fait écho à tout ça, et même sur le tri des chefs, ça parle de ça, Monsieur Sato, super bien. Et She on Wolf Cub, par Florian Maudou, et... faudra peut-être un de ces quatre que je me fasse sa BD, je sais plus comment ça s'appelle, qui est en 7 tomes, qui est un des gros trucs du label 619 que j'ai jamais pris, qui m'a toujours fait de l'œil mais j'ai jamais commencé, dont j'ai oublié le titre, excusez-moi. Et alors, cette histoire, donc She on Wolf Cub, je sais pas si ça se dit comme ça se prononce dans un autre sens, qui pour moi fait écho au premier Doggy Bag avec les bikers loups-garous, qui est vraiment super bien avec le trait de Florent Maudou que je trouve vraiment sublime. Voilà, en tout cas, Low Reader, bah voilà, si vous connaissez pas, allez-y. C'est comme Doggy Bag, c'est 3 histoires indépendantes, uniques. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir lu le tome 0, le tome 1, le tome 2, le tome 3. Il n'y a aucun... c'est juste 3 one-shots par numéro. C'est super bien. Si vous n'avez pas pris Doggy Bag, vous n'êtes pas obligé de les avoir lus pour comprendre, sauf même l'histoire où je dis ça fait écho, clairement, elle se s'auto-suffit, hein, il n'y a pas besoin d'avoir compris. C'est juste, je pense, un clin d'œil. Mais voilà, Low Reader, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Et maintenant, on va parler de Mutafukaz. Donc, le premier tome sur normalement 3, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était marqué à la fin, c'est marqué là, MFK 2, tome 1 sur 3. Donc, il y aura 3 tomes de cette série, donc la suite de Mutafukaz après avoir eu le spin-off sur les origines de El Diablo, après avoir eu le spin-off, enfin une petite histoire, Lobaloka, sur la fille de El Diablo qui se passe en même temps, plus ou moins, que Mutafukaz saison 2, et après avoir eu 1886, donc qui est une sorte de reboot de Mutafukaz à l'époque des cowboys. Je ne sais pas si ces 3 histoires vont avoir de l'importance pour Mutafukaz saison 2. Au fond de moi, j'espère quand même que Lobaloka, on reverra l'héroïne dans cette série qui aura un peu plus d'importance, parce que si c'est juste pour faire un petit cameo là-dedans... Bon, l'histoire est bien de Lobaloka, mais je me dis, j'espère que c'était vraiment une introduction d'un personnage pour Mutafukaz saison 2, j'espère au fond de moi. C'est marrant parce que le début de Mutafukaz saison 2 fait vraiment un gros parallèle
à la saison 1, où on retrouve Angelino qui fait son livre de pizza, bon là il livre des sushis, la merde arrive à lui, etc. Il se barre à l'aventure. C'est vraiment limite du... J'ai un petit peu du case pour case de la première série, c'est pas un défaut. Après, ça part vraiment dans des gros bails où là, ils partent vers Las Vegas, ils retrouvent leur porte-chauve-souris qui est devenu le chef d'une secte, etc. Ça part totalement en couille, c'est un truc de ouf. Il y a un peu plus un délire road trip qu'il n'y avait pas trop dans la première série, qui restait beaucoup plus, je vais dire Sin City, je sais plus comment s'appelle la ville dans laquelle ils sont. C'est marqué quelque part, mais j'ai oublié le nom, excusez-moi. Dark Meat City, voilà. Vraiment très très bien. À voir avec le deuxième et le troisième tome. Est-ce que c'est un bon retour ou je suis juste mitigé? En tout cas, pour le premier tome, j'aime bien. On verra avec la suite où va l'auteur, enfin où va Ron. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai bien aimé les petits caméos. Il y a un caméo de Sébastien Racia de GGG qui est sur une pancarte. Hein. C'est pas un truc... Tu peux même le rater. Hein. Clairement, sur le coup, j'avais pas fait gaffe tout de suite. Et c'est en relisant, en feuilletant le début, j'ai fait... Bah, je l'avais pas vu, lui, hein. Mais voilà, c'est super bien. Je crois qu'il y a aussi l'Amérique moderne. Et je sais que dans... Alors, je sais plus si c'est dans 1880... Enfin, dans Loba Loca ou dans Puta Madre qu'on voyait aussi... comment il s'appelle? Fermez-la. Michael J. Voilà, qui... Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moutafoukaz, saison 2. Voilà. Et on finit, comme d'habitude, avec... Astérix. Donc cette fois, c'est Astérix Gladiateur. Pas fou. J'ai pas aimé plus que ça l'histoire. Alors, c'est marrant, c'est que ça répond à une de mes questions. Je me dis, est-ce qu'il y a eu des histoires où on explore un peu plus le background et on met en avant plus un personnage autre que Astérix et Obélix? Alors, je sais qu'il y a des histoires sur... il y a le combat des chefs qui est un peu plus sur Abraconstix, leur chef. Il y a des histoires sur Panoramix. Et là, c'est une histoire un peu plus sur Assurance Tourix qui se fait enlever. Donc, on met un peu plus l'accent sur ce personnage-là. Mais... voilà, en soi, Assurance Tourix qui se fait enlever, Astérix et son pote Obélix qui partent à Rome pour le retrouver des gladiateurs. Ça m'a moins parlé. J'ai trouvé que par rapport au Go, qui était bien mieux, et même la Serpe d'Or, où ils vont à Paris, là j'ai trouvé le voyage à Rome un peu quelconque. J'ai pas plus aimé que ça l'histoire. On verra par la suite, mais en tout cas, voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus, en tout cas, j'ai hâte de lire les prochains parce que on arrive bientôt à Astérix et Cléopâtre. C'est dans 2 tomes. Moi, en tout cas, voilà. C'est pas mon album préféré. Il est pas mauvais, mais j'ai trouvé plus intéressant La Serpe d'Or et Lego que Gladiateur, ou ouais. Voilà, j'ai trouvé ok tiers, clairement. Je sais plus si j'en avais parlé dans une lecture. Peut-être qu'un de ces quatre, je ferai un petit classement à la fin de toute ma relecture de Astérix, de mes albums préférés. Je vous donnerai au moins mon top 5 ou mon top 10, si je le fais. J'ai dit que je ferais pareil pour Doggy Bag, que je l'ai jamais fait. Mais voilà, c'est ce que je vais dire. J'ai pas grand chose à dire dessus, cet album il m'a laissé un peu de marbre. Voilà. Donc voilà, c'était mes lectures. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et moi maintenant, je vous dis à plus. Continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!